Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, adressées à la famille du Moudjahed et ami de la révolution algérienne Félix Louis Giraud Kolodzi, décédé à l'âge de 95 ans. Signature hier, en marge des travaux du 38e sommet de l'Union africaine, d'un mémorandum d'entente sur la contribution d'1 million de dollars décidé par l'Algérie au profit du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. La Cour d'appel de Paris doit trancher définitivement ce 20 février sur la libération du militant libanais Georges Abdallah après plus de 40 ans d'incarcération et plusieurs campagnes internationales réclamant sa mise en liberté. Dans l'actualité également, les pratiques douteuses dont le Marzin n'hésite pas à utiliser pour semer le désordre au sein des organisations internationales en ayant recours à l'argent sale du trafic de drogue. Une délégation de négociateurs s'est rendue aujourd'hui au Caire pour discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, alors que les négociations portant sur une deuxième phase de l'accord vont se poursuivre cette semaine. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du Moudjahed et ami de la révolution algérienne Félix Louis Giraud Kolodzi, décédé à l'âge de 95 ans. Le regretté Kolodzi Félix, qui a choisi au lendemain du déclenchement de la glorieuse révolution de libération de rejoindre les rangs en tant que militant et Moudjahed convaincu de la justesse de la lutte du peuple algérien contre la domination coloniale, endurant les affres des prisons de Serkadji, de Lambès et celle de France. L'Algérie, qu'il avait choisi comme pays de résidence, l'a accueilli et lui a attribué la nationalité en lui permettant d'occuper d'importantes fonctions au sein d'institutions nationales avec fierté et dignité. En cette douloureuse épreuve, le président de la République adresse à la famille du défunt ainsi qu'à tous les moudjahidines qui l'ont côtoyé ses sincères condoléances et ses plus profonds sentiments de compassion, priant Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et leur prêter patience et réconfort. Direction Tunis à présent, où se tiennent les travaux de la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. En marge de ces travaux, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Mered, en compagnie des ministres de l'Intérieur arabe, a été reçu par le président tunisien Kais Saïed. Brahim Mered a eu plusieurs entretiens avec ses homologues participant aux travaux, notamment le ministre tunisien de l'Intérieur, Khaled Nouri, son homologue libyen, le général-major Mustafa Ahmed Trabelsi, le ministre de l'Intérieur palestinien Ziad Habrih. Mered s'est également entretenu avec son homologue yéménite, Ibrahim Ali Ahmed Abdelhaidan, la ministre de l'Intérieur portugaise, Margarida Blasco, le ministre de l'Intérieur somalien, Abdallah Sheikh Ahmed. Brahim Mered s'est également entretenu avec Mohamed Ali Kouman, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Les travaux de la 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine tenue à Addis Abeba ont été clôturés hier par l'adoption de rapports et de plusieurs décisions et déclarations, mais aussi de la signature d'un mémorandum d'entente sur la contribution d'1 million de dollars décidé par l'Algérie au profit du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en vue de promouvoir la bonne gouvernance en Afrique. Le document a été signé par la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Selma Berta Mansouri, et la directrice exécutive du secrétariat continental du mécanisme, Marie-Antoinette Rose Quartz. On écoute. La décision du président de la République a été prise afin de soutenir le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP, en vue de promouvoir la bonne gouvernance et le renforcement des fondements de la démocratie en Afrique. Cette décision vient renforcer la position de leader de l'Algérie dans le continent.
Nous espérons que cette contribution financière volontaire permettra de soutenir ce mécanisme et encouragera les pays membres du MAEP à présenter leur rapport périodique et échanger leurs expériences en matière de bonne gouvernance et de réactivation des fondements démocratiques. Grâce à sa position stratégique, l'Algérie s'affirme comme un acteur clé du développement des infrastructures en Afrique. Parmi ses projets phares, la route transsaharienne, un axe vital qui relie le nord au sud du continent, renforçant les échanges économiques. Un autre chantier d'envergure, la route Tindouf-Zouiret, qui ouvre de nouvelles perspectives vers l'Afrique de l'Ouest. Amira Sefta. S'étendant sur plus de 2320 km, cette route devra relier l'Afrique subsaharienne au bassin méditerranéen, tout en assurant des liaisons avec plusieurs pays du Sahel. Un corridor économique majeur en Afrique qui permettra des échanges commerciaux importants entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. En parallèle, la route transsaharienne a été accompagnée d'un projet stratégique de déploiement de la fibre optique, faisant d'elle un corridor numérique majeur reliant le nord et le sud du continent africain. Ce sont des réalisations majeures et cruciales tant pour l'Algérie que pour la Mauritanie. C'est l'une des routes stratégiques et vitales qui ouvre de nouvelles perspectives prometteuses pour la coopération entre la Mauritanie et l'Algérie, tout en contribuant au développement de l'Afrique de l'Ouest, en renforçant les connexions avec l'intérieur du continent africain. Ce projet jouera un rôle essentiel, non seulement sur le plan économique, mais aussi en consolidant les liens familiaux entre la population établie à Tindouf et celle établie en Mauritanie, tout en facilitant les échanges vers l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie affirme ainsi son rôle de maillon fort dans le développement de l'Afrique, œuvrant à un essor durable du continent. Le compte à rebours est lancé. La Cour d'appel de Paris devra se prononcer ce 20 février dans l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier d'Europe, détenu à cause de son engagement en faveur de la Palestine. En détention depuis plus de 40 ans, ce militant libanais espère recouvrer sa liberté après une 11e demande de libération conditionnelle. De nombreux observateurs, acteurs de la société civile, partis politiques et militants dénoncent une instrumentalisation de la justice française. Plusieurs personnes se sont mobilisés devant le centre pénitentiaire de Lannemezan en Haute-Pyrénées réclamant sa mise en liberté. Amel Borba. Cela fait plus de 40 ans que la vie de Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais, a été confisquée par la justice française. Détenu politique en France à cause de son engagement en faveur de la cause palestinienne. Bien qu'il soit libérable depuis 1999, les autorités françaises ont à plusieurs reprises rejeté les demandes de sa libération, souvent en raison d'une opposition du ministère de l'Intérieur et de pressions politiques et diplomatiques. Les appels à sa mise en liberté se multiplient en France. Il y a eu plusieurs tentatives ces dernières années pour obtenir la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui se sont heurtées à une opposition de la part du ministère de l'Intérieur français. Après plusieurs actions judiciaires et mobilisation de soutien, le verdict concernant sa libération est attendu ce 20 février. La Cour d'appel de Paris doit trancher définitivement après plus de 40 ans d'incarcération et plusieurs campagnes internationales réclamant sa mise en liberté. Le 20 février, il y a l'appel qui a été fait par le parquet antiterroriste qui doit tomber. Et donc la question est de mettre la pression. Voilà, c'est-à-dire d'éviter l'inacceptable, d'éviter que le scandale de l'État, qui est son emprisonnement, se poursuive. Je rappelle que Nelson Mandela, qui était le plus vieux prisonnier politique du monde, c'était 28 ans de prison. Lui, il en est à 41. C'est le record en Europe. Un record dont la France ne devrait pas s'enorgueillir. De nombreux observateurs, acteurs de la société civile, partis politiques et militants dénoncent une instrumentalisation de la justice française. Et j'en ai assez que l'État français marche sur cette liberté-là, sur sa liberté. Et on a un ministre aujourd'hui de l'Intérieur qui demande systématiquement à expulser des étrangers. Ben là, voilà, on a quelqu'un qui demande à être expulsé dans son pays, à retrouver les siens, sa famille. Il nous a parlé de sa famille. On peut que admirer le combat de quelqu'un comme ça. C'est extraordinaire, c'est remarquable. Et on peut aujourd'hui qu'avoir qu'une seule espérance, c'est qu'il soit libéré tout simplement. Une situation qui illustre une justice à deux vitesses et un acharnement contre un détenu politique incarcéré
pour avoir défendu une cause juste. C'est une véritable boîte de Pandore qui s'est ouverte en France, déclenchant depuis quelque temps des scandales en série. De nouvelles révélations de Mediapart, preuve à l'appui sur l'affaire Betaram secoue la sphère politique et en France, plus d'une centaine de plaintes contre des agressions physiques survenues dans cet établissement scolaire déposé pour des faits principalement commis entre 1970 et 1990. Un scandale d'État qui impliquerait François Bayrou, alors ministre de l'Éducation, le maire de Pau et l'actuel Premier ministre. Une affaire qui risque de provoquer un vrai raz-de-marée politique et judiciaire. La correspondance de Affaire Plouchette. Rarement un scandale aura autant secoué les fondations du paysage politique français. Rarement l'omerta d'un État aura semblé aussi cynique. Depuis les révélations de Mediapart, l'affaire Betaram n'a cessé de prendre de l'ampleur, transformant ce qui n'était d'abord qu'un cri étouffé en un raz-de-marée judiciaire et politique. Au cœur de cette tempête, un homme, François Bayrou, l'ancien ministre de l'Éducation, le maire de Pau et l'actuel Premier ministre. Évidemment, je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Côté député, de l'extrême droite au PS, en passant par le centre, l'affaire à son début émeut peu. J'en sais rien. L'enquête de Mediapart, c'est plutôt une preuve à décharge qu'à charge, mais on verra. Même son de cloche côté pouvoir exécutif, le scandale même pas évoqué en Conseil des ministres. Ce point n'a pas été évoqué en Conseil des ministres ce matin. Mais le château de cartes s'effondre. Les révélations de Mediapart font voler en éclats la défense de François Bayrou. L'homme qui prétendait n'avoir jamais rien su se retrouve face à une réalité accablante. Des lettres reçues mais restées sans réponse, des rencontres discrètes avec la justice, une protection politique accordée à une institution gangrénée. Dans la foulée, les victimes sont reçues à Matignon. J'estime que je porte un dossier d'intérêt général, d'intérêt national, avec 5 millions de personnes qui ont été, dans leur enfance, abusées par des adultes. Et le face-à-face qui suit la rencontre semble plus laborieux pour le Premier ministre français. Je n'ai pas dit que c'était une polémique montée toute pièce. J'ai dit que je ne savais pas. Pendant ce temps, aux portes de l'établissement incriminé, les manifestations se multiplient. Une indignation face à l'indifférence des pouvoirs publics, car l'omerta n'a pas été le fait d'un seul homme. Quand une mosquée, par exemple, a des prêches douteux, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on ferme, on se dit on met ça sous contrôle judiciaire ou je sais pas trop quoi, bref, on fait tout le truc, il n'y a aucun problème, on communique vachement bien là-dessus, etc. Et donc, moi, la question que je pose à Bruno Retailleau, donc notre ministre de l'Intérieur et ministre des Cultes, comment se fait-il qu'on peut, à un moment donné, laisser en toute impunité une organisation comme celle-là? Depuis, à l'Assemblée nationale française, l'indignation grandit également. Au fait déjà accablant s'ajoute désormais le poids de ce qu'on dit être des mensonges et avec lui, l'impératif d'une réponse politique. Dans l'hémicycle, les appels à la démission se font de plus en plus pressants. S'il s'avère que le Premier ministre a menti, effectivement, il doit en tirer des conséquences et je ne vois pas quelle autre conséquence que partir la tête basse. Du moment où on a un Premier ministre qui va mentir aux Français, qui va mentir à la représentation nationale, oui, il y a un scandale derrière. Il y a là un motif supplémentaire et très grave pour l'ensemble des parlementaires de voter une censure qui devient un bouclier pour les députés face au parjure du Premier ministre. Après avoir échappé à une motion de censure grâce à l'appui du Rassemblement national, François Bayrou joue donc son va-tout. L'affaire Betaram ne se limite plus à sa personne. Ce qui était un scandale ministériel s'étend désormais aux fondations même du pouvoir. À mesure que l'onde de choc grandit, l'exécutif vacille, englué dans le silence et l'embarras. L'Élysée se mure dans l'attente, Matignon retient son souffle, tandis qu'un Premier ministre autrefois inébranlable se retrouve seul, cerné par les révélations et le doute. Autre scandale, la politique d'influence que déploie Rabat, qui a conduit le Maroc à des revers successifs. La dernière en date, la question des pots de vin marocains pour freiner la position forte de l'Algérie en Afrique. Raouf Hamouche. La politique d'influence que déploie Rabat au cœur des institutions africaines pour soudoyer des pays africains en contrepartie de leur alignement sur les intérêts du régime du Marzane n'est plus à démontrer. La question des pots de vin marocains est devenue le principal sujet de discussion dans les couloirs de l'UA ces derniers jours et de nombreux représentants des pays membres n'hésitent plus à exprimer leur mépris et leur dégoût de cette pratique.
Voici le visage de la candidate que l'occupant marocain voulait imposer au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine pour servir les intérêts de puissances étrangères et semer le désordre au sein de l'organisation, et ce grâce à l'argent sale du trafic de drogue. Le Maroc a toujours eu recours à la corruption. Souvenez-vous quand le Maroc a été impliqué dans un vaste scandale de corruption au Parlement européen. Des pratiques douteuses dont le Marzen n'a pas hésité à exporter au Canada et aux États-Unis. Il ne se passe pas un jour sans qu'un nouveau scandale lié à la corruption n'éclate au Maroc. Les affaires de trafic de drogue et de corruption se multiplient. Désormais, il ne se limite plus au circuit traditionnel de contrebande, mais s'étend aux institutions politiques et sécuritaires. La corruption au Maroc a atteint un niveau très inquiétant. Aujourd'hui, ce sont des mafieux de la drogue qui contrôlent désormais les institutions publiques. Les lobbies corrompus dépassent désormais les frontières du royaume, alimentant les réseaux criminels internationaux. Dans un climat de forte contestation, les rues du Maroc résonnent de slogans exprimant colère et indignation. La population dénonce la précarité grandissante, la répression, la corruption et les expulsions forcées. Et justement, au Maroc, la grogne sociale persiste, tout comme le mépris du régime du Marzen, qui semble ignorer sciemment les revendications du peuple marocain, qui ne manque pas une occasion pour exprimer son ras-le-bol et dénoncer la précarité sociale. Raouf Hamouche. La situation sociale au Maroc se dégrade de plus en plus, conséquence directe d'une économie en chute libre. Le nombre des familles marocaines qui vivent sous le seuil de la pauvreté est en constante augmentation. Le mal-être est profond et la population n'hésite pas à exprimer sa colère et sa frustration face à une situation devenue inextricable. La corruption est désormais institutionnalisée et endémique. Les lois sont façonnées sur mesure pour préserver les intérêts des cercles au pouvoir et perpétuer l'impunité, tandis que les Marocains subissent de plein fouet l'enchaînement des crises sans qu'aucune solution ne leur soit apportée. Cela fait 4 ans que nous alertons les pouvoirs publics sur la situation catastrophique de nos habitations. Nos foyers ont été complètement détruits par les inondations. Aujourd'hui, nous sommes à la rue. Que Dieu nous vienne en aide. De nombreuses villes marocaines ont encore connu d'importantes manifestations cette semaine à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Les appels se multiplient également pour une marche massive le 20 mars prochain pour exiger la chute du régime corrompu du Marzen. Le principal facteur qui pousse le peuple marocain à sortir est la pauvreté, le coût de la vie exorbitant, la cherté des produits de première nécessité, ainsi que les inégalités sociales. Ce à quoi nous assisterons prochainement est ce que nous avons baptisé Mars Noire, où tous les Marocains de l'intérieur comme de l'extérieur du pays sont appelés à marcher comme un seul homme pour faire tomber le Marzen. Les observateurs qualifient aujourd'hui la situation au Maroc de véritable bombe à retardement. L'implosion est imminente face à une situation socio-économique qui se dégrade un peu plus chaque jour et devant un régime qui se contente d'observer sans réagir. Le point de la situation à présent dans la bande de Gaza. Une délégation de négociateurs s'est rendue aujourd'hui au Caire pour discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, alors que les négociations portant sur une deuxième phase de l'accord vont se poursuivre cette semaine, au moment où des entraves sont imposées par l'entité sioniste à l'entrée de l'aide humanitaire selon les clauses de l'accord de cessez-le-feu. Seulement 30% du volume prévu du nombre de camions d'aide humanitaire ont pu entrer au cours des 2 derniers jours. Le mouvement de résistance Hamas accuse l'entité sioniste de ne pas se conformer à l'accord et de poursuivre ses bombardements après une frappe aérienne hier qui a coûté la vie à 3 policiers dans le sud du territoire palestinien. Sport pour terminer avec le Tour d'Algérie cyclisme 2025. La 9e étape lancée ce matin mènera le peloton de Ghardaya à Ouargla sur une distance de 190 km. Et puis hier, le coureur algérien Issel Mohamed Najib du Mouloudia d'Alger s'est adjugé la 8e étape du Tour d'Algérie cycliste courue entre Larouat et Ghardaya sur une distance de 197 km 800 devant Yassine Hamza et Amari Hamza, tous deux du club Team Madar Pro Cycling. Les détails avec Salah Bouraïd.
La 8e étape reliant le roi à Gardaya était l'étape reine, celle coachée par tous les coureurs avant le tour, car se terminant par une arrivée au sommet. Les Algériens ont bien joué le coup en gardant le maillot jaune. En décrochant le maillot, pourra désormais propriété de Youssef Reguigui et l'étape remportée par Najib Assal du Mouloudia d'Alger. السباق كان سريع كان تكتيكي كان فيه هيكتيك كما يقولوا بالانجليزيه كان فيه ضغط لكن الحمد لله قدرنا نجيري en tant qu'équipe وهذه هي ان شاء الله نكملوها. Je remercie l'équipe pour ce merveilleux travail au début de course. On a tout donné pour écrire une écart de 2 minutes, je pense 2 minutes, 3 minutes. Ça a été bien, surtout pour les Érythréens, ils sont bons en finale avec cette montée. Ça a été bien pour nous pour gérer l'étape et prendre le maillot jaune. J'espère qu'on va réussir à garder jusqu'à la fin. Sur la route de Gardaya, les coureurs passeront par de somptueux paysages. Après 50 km calmes, le Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente journée à tous.